avec des gants d'argile rouge au fond du puits. Merci de bien vouloir nous excuser pour cette mauvaise qualité de son que vous avez certainement remarqué au cours de notre film La fille du puisatier, mais j'espère que cela n'aura altéré en rien votre plaisir de retrouver Rému Fernandel et tout le charme des films de Marcel Pagnol. Dans un tout petit instant, place à Soir 3, présenté par Memona Interman, et bien entendu notre nuit la plus longue se poursuit. Des problèmes pour voir de près? Optique 2000, 2 paires pour le prix d'une. Pour le point vivant, au cédar dépoussiérant, un geste il fait briller, il nourrit, il prend soin, il sent bon comme autrefois. Entretien du point vivant, au cédar dépoussiérant. New York, le roi c'est Spike. Le meilleur, c'est moi. C'est le plus rapide. C'est le plus agile. C'est le plus malin. Déjà là. À New York, le roi c'est Spike. C'est le plus rapide. C'est le plus agile. C'est le plus malin. Encore toi. À New York, le roi c'était Spike. Citroën AX, le roi c'est elle. Tondeuse Outil-Wolf. Un réglage aussi simple. Un guidon et des commandes aussi bien étudiées. Une coupe aussi efficace. Un bac aussi bien conçu. Les amoureux des pelouses n'ont jamais vu ça. Outil-Wolf. Le VMC1S d'Hitachi, toute la technologie des meilleurs caméscopes concentrés dans 7 cm d'épaisseur. Une ligne extra plate, il se glisse n'importe où, même dans un attaché-case. Une simple rotation provoque l'ouverture de l'objectif. Une fois fermé, il ne ressemble à aucun caméscope. Le drame, c'est que personne ne verra que vous avez un caméscope. Remarquez, vous pouvez toujours vous promener avec le joli carton. Caméscope VMC1S Hitachi. Qui est De Gaulle? Que représente le gaullisme aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas nés quand le général disparaissait? Après la diffusion d'un document exceptionnel sur le débarquement et la libération de la France, 12 lycéens et étudiants réunis autour de Jean-Marie Cavada diront à Jacques Chaban-Delmas, Nicolas Sarkozy, Jean Daniel et René Raymond quelle idée ils se font, eux, aujourd'hui, de Gaulle et du gaullisme. La marche du siècle, Jean-Marie Cavada, mardi 8 mai, 20h35, sur la 3. Accord entre l'aérospatiale et British Aerospace pour construire un Super Concorde pour 2005. En 1989, les salaires ont progressé plus vite en France dans le secteur public que dans le secteur privé. La Lettonie tient bon. 3 jours après sa déclaration d'indépendance, le Premier ministre a été nommé par le Parlement aujourd'hui qui cherche cependant à éviter la confrontation avec Moscou. Madame, Monsieur, bonsoir. Et pourquoi ne pas rêver au tout début? En 2005, nous pourrons franchir d'une traite sans escale 12 000 km. 12 000 km, Paris-Tokyo par exemple, à 2500 km/h. Cette prouesse, Français et Britanniques la préparent pour un Super Concorde. Le projet est déjà très bien ficelé, 20 ans exactement après le premier supersonique. Plus de précisions avec Jean-Jacques Perron. Voici à quoi ressemblera le Super Concorde. Dans les bureaux d'études de l'aérospatiale, on l'appelle ATSF, Avion de transport supersonique futur. Il volera à peine plus vite que Concorde, mais il ira 2 fois plus loin, 12 000 km contre 6 200.
et emportera entre 2 et 300 passagers, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que Concorde. Ajoutons qu'il consommera 2 fois moins de carburant et ne sera pas plus bruyant à l'atterrissage et au décollage qu'un avion classique. Seul inconnu mais de taille, les moteurs. Il en aura 4, mais il reste à les concevoir. La Snecma et Rolls-Royce, qui avaient construit celui de Concorde il y a 20 ans, travaillent déjà sur ce mouton à 5 pattes, qui devra être à la fois puissant, économe en carburant et respectueux de la fameuse couche d'ozone. Il n'est pas exclu que pour le mettre au point, les Européens s'associent à des partenaires américains, japonais et même soviétiques. Tous, en effet, doivent répondre au même défi, l'explosion du trafic aérien long courrier. En 15 ans, le nombre des passagers a été multiplié par 3. Et en attendant 2005, la France se prépare à battre toute seule, dès cette semaine, ou au début de la semaine prochaine, un autre record, celui du TGV qui filerait à 500 km/h. Un record qui, dans l'esprit des promoteurs, pourrait bien rapporter gros au commerce extérieur français. Marie-Odile Pagnès. Battre son propre record du monde, la SNCF relève le défi. Le 5 décembre dernier, le TGV atteignait la vitesse de 482 km/h, laissant loin derrière la concurrence étrangère. Un petit regret tout de même, ne pas avoir atteint le seuil psychologique des 300 miles ou des 500 km/h. Cette semaine, les essais reprennent sur la ligne à grande vitesse entre Tours et Courtalin pour des tests d'endurance. Mais la SNCF ne s'en cache pas. Si les techniciens le sentent, rien ne les empêchera de pousser la machine. Le record est à portée de rail. Il faudra pourtant compter avec la météo. Les fortes chaleurs ne sont pas favorables aux exploits. Au-delà de la performance technologique, un enjeu économique important, la Corée du Sud devrait choisir avant l'été entre le TGV français, le Shinkansen japonais et l'Intercity Express allemand. Outre sa vitesse, seul le TGV peut utiliser les infrastructures existantes, des avantages qui pourraient convaincre les Coréens, mais aussi Américains, Australiens ou Canadiens, de rouler français. À Bordeaux, devant l'Institut international de la presse, François Mitterrand a dit tout le bien qu'il pensait de la liberté de l'information. Mais le président de la République n'a pas dit un seul mot sur le malaise que connaît la France en ce moment à cause de l'amnistie des hommes politiques. Reportage FR3 Bordeaux. Les journalistes ont été au cœur des luttes contre l'intolérance et contre l'arbitraire. Parole libre, information libre, journaux libres. On a partout entendu le même cri. Si le Parti communiste français ne pèse plus très lourd, il lui reste au moins une arme pour se faire courtiser la menace. Le comité central du PC se réunira mercredi après-midi, mercredi exactement, pour dire si les 26 députés du parti s'associent à l'opposition pour censurer le gouvernement dans l'affaire de l'amnistie. Suspense, suspense, Françoise Roy explique. Votera, votera pas. L'amnistie n'en finit pas d'embarrasser le monde politique. La place du colonel Fabien a donc décidé d'entretenir, jusqu'à mercredi seulement, jour du comité central extraordinaire, un vrai faux suspense. Vrai suspense parce que le vote ou le rejet dépend de l'attitude des 26 députés communistes. S'ils votent avec la droite, ils peuvent renverser le gouvernement. Une telle situation ne s'est produite qu'une fois sous la Ve République pour la réforme de l'élection du président de la République. Faux suspense parce que nul ne peut imaginer, ne serait-ce qu'un instant, que les communistes puissent s'unir à la droite. André Lajoigny a affirmé que son groupe ne faciliterait pas cette dérisoire opération de la droite. Et l'Humanité, en première page, parlait d'une motion de censure qui n'aurait aucun effet pour s'opposer à cette loi scélérate. Quoi qu'il arrive, tout est clair, enfin, pour la place du colonel Fabien. Quel que soit le vote des députés communistes, personne ne sera dédouané, ni le gouvernement, ni les socialistes, bien sûr, ni la droite, qui a permis de la faire passer, cette fameuse loi. Réponse, mercredi, dans la soirée. La Roumanie, avertissement de Washington. Les États-Unis ont fait savoir aujourd'hui au gouvernement de Petre Roman qu'ils condamnent, je cite, tous les actes d'intimidation et de violence d'où qu'ils viennent. Des élections justes sont essentielles à la démocratisation, a fait savoir le département d'État. À Riga, 3 jours après la déclaration d'indépendance, c'est un homme de 39 ans que le Parlement letton a choisi aujourd'hui comme Premier ministre. Il s'appelle Ivar Godmanis. Il affirme que son pays, la Lettonie, ne se laissera pas intimider par un possible blocus économique de l'Union soviétique. Reportage sur place, Hélène Rizacher et Joseph Tual. Ivar Godmanis vient d'être élu Premier ministre de Lettonie. Indépendantiste du Front populaire, il prône la transition douce vers l'indépendance complète avec réformes économiques par étapes pour éviter le chômage et l'inflation.
Priorité, établir des relations privilégiées avec les autres pays baltes et développer des relations directes avec les républiques soviétiques. D'abord, négocier avec Moscou. Retourner en arrière, c'est impossible. Renoncer à notre déclaration d'indépendance du 4 mai, ça voudrait dire réélire un parlement, refaire tout, non. Moscou ne peut pas mettre cette condition comme préalable à toute discussion. Il n'y a qu'une solution, c'est cette indépendance, et nous ne changerons jamais notre déclaration, j'en suis sûr à 100%. Pas de retour en arrière, mais l'avenir immédiat s'annonce difficile. La Lettonie subit une grave crise économique. En ce moment à Riga, la pénurie d'essence est telle que les voitures restent au garage, les taxis qui marchent au gaz se font attendre de 2 à 4 heures. En banlieue, les restaurants ferment le soir faute de clients. Cette pénurie est due au blocus économique de Moscou contre la Lituanie voisine qui, normalement, fournit du pétrole aux Lettons. Nous pensons qu'un blocus économique de Moscou contre nous serait un non-sens, car par effet de boomerang, ça risque de mettre en péril aussi des entreprises soviétiques. Pour l'instant, Moscou nous a demandé des informations sur notre déclaration d'indépendance. C'est plutôt une bonne chose. Nous allons envoyer ces documents et dans les jours qui viennent, une délégation de Lettonie ira à Moscou. Malgré l'ampleur de la tâche qui les attend, les nouveaux responsables de Lettonie font preuve ce soir d'optimisme. Sûrs de leurs droits, ils attendent la réaction officielle de Moscou. Et en Lituanie, l'autre république balte, l'épreuve de force continue avec Moscou. François Mitterrand recevra jeudi soir le Premier ministre lituanien, Madame Prunskiene. La France, vous savez, avec l'Allemagne fédérale, a engagé une procédure de médiation avec l'Union soviétique. Les pays baltes doivent rechercher le dialogue avec Moscou. C'est l'avis de Jean-Paul II. Le pape, en ce moment, est en voyage au Mexique. Le Mexique est un pays très catholique et pourtant, il a rompu ses relations diplomatiques avec le Vatican dès la fin du siècle dernier. Cela pourrait peut-être changer. Claire Sébastien. En accueillant le Saint-Père à sa descente d'avion, le président de la République mexicaine, Carlos Salinas, a créé la surprise. Pour sa deuxième visite au Mexique, la mission de Jean-Paul II devait être exclusivement pastorale, le Mexique n'entretenant pas de relations diplomatiques avec le Vatican. Pourtant, la tentation était forte pour le président de normaliser les rapports avec Rome, dans un pays où 90% de la population est catholique. Calcul politique ou pas, les Mexicains, eux, furent très nombreux à saluer le Saint-Père dans les rues de Mexico, très nombreux aussi dans la basilique de Guadalupe, où Jean-Paul II concélèbre sa première messe en terre mexicaine. Une messe au cours de laquelle le souverain pontife va béatifier 4 Indiens mexicains ayant vécu au XVIe siècle, parmi lesquels Juan Diego, à qui est apparue en 1531 la Vierge Noire de Guadalupe. C'est la deuxième visite de Jean-Paul II au Mexique. En 1979, il avait inauguré sa série de voyages en Amérique latine par un premier contact avec le peuple mexicain. Aucun président de la République n'était alors venu l'accueillir, mais la ferveur des fidèles était, dit-on, ce jour-là bien plus grande. Otage au Liban pendant 43 mois, dans un isolement total et libéré lundi dernier, l'Américain Frank Reed parle maintenant. Et pendant que sa femme pleure doucement en apprenant ce que son mari a vécu, Reed demande tout simplement à l'Amérique de George Bush de négocier. Négocier avec ceux qui détiennent encore 6 Américains sur un total de 15 otages au Liban. Écoutons-le. The first time that I was caught, I spent about 4 days of hell. Thank God they didn't kill me for doing it. At that time, over 200 times, perhaps in the head and body. One pig of a man who constantly haggled me and wrangled me. Broke my ribs, kicked my ribs on the right side. And I managed to somehow push them back, lie on my back. The duty of the patriarch or his surrogate is to go negotiate. Even after you get bedded, the devil, you have to get in bed with the devil. You do it because it's my son's life. Après-demain, en France, le Conseil des ministres va examiner les moyens de lutter plus efficacement contre la drogue et aussi contre le blanchiment de l'argent sale. En tout cas, dans leur guerre contre les trafiquants, les policiers français viennent de marquer un bon point. Ils ont saisi 380 kilos de cocaïne à Saint-Martin. Et au même moment, l'armée colombienne annonçait une saisie record de cocaïne, toujours 12 tonnes. Détail des opérations, Jérôme Catala.
En pleine jungle colombienne, l'un des plus importants centres de distribution de cocaïne au monde, l'armée colombienne l'a investi et a saisi 12 tonnes de cocaïne, plus de 900 millions de dollars en valeur marchande. 17 trafiquants arrêtés, 2 tués. C'est l'anéantissement d'une plaque tournante internationale. Dans ses laboratoires, la pâte de coca a été transformée en cocaïne. Et c'est de l'une de ces 30 pistes que s'envolaient les avions vers la Bolivie, le Pérou, l'Amérique centrale et les États-Unis. Un terrible coup porté au cartel de Medellín. Et hier, c'est l'organisation rivale, le cartel de Cali, qui a été frappé aux Antilles françaises. Cette fois, la police a saisi 380 kilos de cocaïne dans un appareil qui venait de se poser sur l'île de Saint-Martin. 6 trafiquants ont été appréhendés. De beaux succès de 2 États, la Colombie et la France, sur les barons de la drogue de Medellín et Cali. Le signe que peut-être la lutte contre les narcotrafiquants est sur la bonne voie. On assiste à une mobilisation générale au niveau mondial et c'est d'autant plus facile, j'allais dire pour les services de police que nous sommes, d'inscrire notre action dans ce contexte politique qui est très favorable. Tous ensemble, nous essaierons de travailler la main dans la main pour coincer le maximum de trafiquants qui eux aussi s'organisent en cartels. Alors à notre façon, eh bien, nous faisons fonctionner des cartels. À New York, le tribunal international a rendu ce soir sa décision dans l'affaire du Rainbow Warrior. Rejet de la demande néo-zélandaise qui demandait le retour des 2 officiers français qui étaient impliqués dans l'attentat contre le bateau de Greenpeace. La France, d'après le tribunal international, n'avait pas respecté tous ses accords avec la Nouvelle-Zélande. Et le jugement recommande à la France de verser une contribution de 11 millions de francs environ à un fonds qui serait destiné justement à encourager les bonnes relations entre les 2 pays. L'INSEE a fait ses comptes et ils sont plutôt contraires à ce que nous croyons d'habitude. En 1989, la hausse des salaires a été plus forte dans le secteur public que dans le secteur privé. À la loupe, Marie-Claire Thiers. En 1989, les salaires nets moyens dans la fonction publique ont augmenté dans une fourchette comprise entre 4,7% et 5,4%, alors que dans le privé, la fourchette se situe entre 3,4% et 4%, pour une inflation de 3,6%. Des chiffres qui seront affinés dans les semaines qui viennent. Les salaires moyens du secteur public ont donc progressé plus vite que dans le secteur privé. 2 explications. D'une part, des mesures générales. Tous les fonctionnaires ont reçu en novembre une prime exceptionnelle de croissance de 1 200 francs. D'autre part, des mesures spécifiques, comme l'effort particulier fait pour l'éducation nationale, qui s'est traduit sous forme de primes ou d'accélération de carrière ou d'attribution de points d'indice pour les instituteurs, par exemple. C'est donc l'augmentation de ces revenus autres que le traitement de base qui a été plus importante dans le secteur public que dans le secteur privé et qui a fait toute la différence. Et si vous avez assez d'argent pour aller en vacances en Corse, évitez surtout de compter sur les cars ferries, car il y a une grève des cars ferries avec la Corse en ce moment. Les marins de la SNCM bloquent 3 bateaux à Nice, Bastia et Ajaccio. Ils réclament des embauches supplémentaires. Les autonomistes les appuient. 200 passagers sont bloqués à Ajaccio. La SNCM a affrété des avions pour demain. Dans le Médoc, les chasseurs de tourterelles ont de plus en plus de mal à se contrôler. Il faut dire qu'ils ne supportent plus du tout la vue d'une caméra ou d'un appareil photo, surtout lorsque ces appareils se situent dans le sillage des écologistes. Témoin, ce reportage de FR3 Bordeaux, Didier Auriac et Denise Deus. Poste de chasse tout près de la Pointe de Grave, une matinée comme toutes les autres pour les chasseurs de la région. Des chasseurs à l'affût des tourterelles et qui ont finalement vu arriver des militants du ROC, le rassemblement des opposants à la chasse, venus relever les numéros des voitures garées près des pylônes. Une action qui a donc provoqué la colère des chasseurs. Vous venez là, on n'est pas là pour se faire photographier, on n'est pas des sièges. On n'est pas des public, on n'est pas des sièges, je vous dis. On n'est pas des sièges ni des demandes. Alors tout ça, ça ne va pas vous faire casser tout au bordel. Bousculade, journaliste agressé, une fois encore la rencontre chasseurs-écologistes a tourné à l'incident, avec d'un côté des chasseurs exaspérés par la présence des médias et de l'autre des militants du ROC toujours prompts à abuser du pouvoir de la presse. Résultat, beaucoup de violence et au bout du compte l'esquisse d'un dialogue entre les 2 parties. Si nous laissait un peu tranquille, je crois qu'ensemble, on pourrait faire de rudes choses pour aller véritablement dans le sens de l'environnement. Nous sommes prêts à ouvrir la discussion, mais à condition qu'on nous offre une table, à condition qu'on nous invite, à condition que quelqu'un dans ce département se décide un jour pour éviter ce que l'on voit constamment sur le terrain maintenant, un affrontement qui monte en violence.
Une violence attisée aujourd'hui par l'absence des gendarmes qui avaient préféré laisser libre champ aux extrémistes de tous bords. À l'heure où la tension monte, une belle preuve d'inconscience de la part des forces de l'ordre, qui avaient donc préféré se garer bien loin de tout attroupement. Une autre bataille a été rude. C'est la bataille des toreros français. Ils ont fini par gagner. Finalement, il y aura 6 Français et non 2 au corrida de la Feria de la Pentecôte à Nîmes. La décision a été prise ce soir, il y a 2 heures à peine. Cet accord est un peu une première. Les détails, Alain Dorgance. Un vent de démocratie souffle dans la tauromachie. Qui aurait pu imaginer il y a de cela 1 an le monde messianique taurin ébranlé par une revendication des matadors français? Ce mouvement revendicatif a pour objectif d'obtenir de la mairie de Nîmes une plus large représentation des Français au programme des 13 corridas de Pentecôte. 30 matadors français ont reçu le soutien du syndicat des professions tauromachiques et de 600 aficionados. Dans ce conflit social, la Feria de Nîmes est aussi la victime de son succès. Finalement, ce soir à 21h30, un accord est intervenu entre les toreros qui occupaient la mairie depuis jeudi. Les matadors frondeurs ont accepté les propositions de Simon Casas, le directeur des arènes de Nîmes, de porter de 2 à 6 le nombre de leurs représentants à la Feria. Ce soir à Nîmes, la corrida a retrouvé son habit de lumière. Les informations économiques maintenant, la rubrique Tendance, suivie de la bourse, comme d'habitude, Martine Thiebaud. Le groupe Roche, une pointure mondiale dans la chimie, il annonce d'excellents résultats trimestriels, 10 milliards de chiffres d'affaires en progrès de 14%, mais il fait part également de ses inquiétudes. Ses recherches en génie génétique sont freinées par la rigidité des structures suisses. Il doit aller ailleurs, aux États-Unis par exemple, où il s'apprête à racheter l'américain Genentech. Alors que pour Majorette, c'est déjà la réussite aux États-Unis et des résultats époustouflants. Le fabricant français des fameuses voitures miniatures annonce un bénéfice net multiplié par 3,5 en 89, 55 millions de francs, et un doublement de l'activité pour le seul premier trimestre 90. Voilà qui fait plaisir à la Bourse de Paris, mais qui n'est certainement pas la raison de sa prouesse d'aujourd'hui. 0,82% de hausse de l'indice CAC 40 et beaucoup d'affaires traitées. On a plutôt le sentiment de sortir de la crise qui avait ébranlé les marchés japonais et allemands. Tous deux se reprennent et on assiste à un retour de confiance sur le yen et sur le Deutsche Mark en hausse aujourd'hui, provoquant une chute de 8 centimes du dollar à 5 francs 56,30. Apaisement également à Wall Street où l'on croit peu à la hausse du crédit. Les investisseurs rachètent donc les actions et le Dow Jones clôture en hausse de 14 points. Et avec Soir 3, la bourse en direct par téléphone, 36 65 17 17. On l'a appris tout à l'heure, 20 mineurs morts et une quarantaine de mineurs disparus dans un éboulement, dans une mine d'étain au Zaïre, dans la province du Kivu. Médecins sans frontières suspend ses activités en Afghanistan. Un médecin de l'organisation a été tué par balle aujourd'hui. La revue de la presse de demain matin, les titres à la Chabot. Le 8 mai, vu par la montagne. Il ne faudrait surtout pas que cette seconde après-guerre, tant espérée depuis si longtemps, se mette à trop ressembler à l'avant-guerre, écrit Dominique Vallès à propos de l'Europe de l'Est. Fonctionnaires, eux, gâtés, s'interrogent ironiquement le quotidien de Paris en constatant que les salaires augmentent plus vite dans la fonction publique que dans le privé. Lancement d'un nouveau confrère, Voyager Magazine veut proposer un tourisme concret et pratique, mais la formule devra trouver sa place sur un créneau déjà encombré. Je crois que le créneau, au contraire, est extrêmement ouvert. Si on compare aujourd'hui la presse de voyage donc à la presse étrangère, on s'aperçoit donc que partout à l'étranger, notamment en Allemagne, en Italie, en Angleterre, on trouve 4-5 produits voyage. En France, vous avez finalement 2 produits qui sont Géo et Grand Reportage, qui sont d'excellents produits, mais qui, pour l'instant, n'apportent pas donc d'éléments pratiques concrets pour accéder aux destinations. Le quotidien américain Herald Tribune propose dans son édition datée du 7 mai un dossier spécial de Gaulle à l'occasion du centenaire de sa naissance. Henry Kissinger y explique comment, d'après lui, le général aurait réagi aux événements actuels. Ceux qui veulent encore se procurer ce numéro peuvent s'adresser à la rédaction française du quotidien en téléphonant au 43 37 93 00 à Paris. Justement, je reviendrai dans un instant sur l'article de Kissinger de l'Herald Tribune. 7 mai 40, 8 mai 45, c'est la nuit la plus longue. C'est une idée de Marcel Julien pour 28 heures de programme sur FR3, coordonné par Jean-Claude Turgeman. Ça a commencé ce soir dès 20 h. Alors, avec nous ce soir, Pierre Lefranc, qui est le vice-président de l'Institut Charles de Gaulle. Monsieur Lefranc, c'est également votre idée, cette nuit la plus longue. Vous avez une petite idée derrière la tête ? Je crois que c'est une façon originale de célébrer un événement qui a touché tous les Français.
Et c'est la première fois, je crois, qu'une télévision en France consacre un aussi long temps à un événement. Est-ce que De Gaulle il est toujours vivant aujourd'hui, ses idées? Écoutez, moi j'en suis persuadé, mais il suffit, je crois, de lire les journaux, y compris d'ailleurs celui auquel vous faisiez allusion il y a quelques instants, pour se rendre compte à quel point il occupe la scène politique. Il n'y a pas un journal, il n'y a pas un hebdomadaire qui, dans sa publication, ne cite pas De Gaulle, il n'y en a pas. Tout le monde a été ou sera gaulliste. Absolument. Moi, je vous invite à voir maintenant une petite minute d'un document exceptionnel, un document qui a été tourné par un Américain à la fin de la guerre, en 1945, par George Stevens. Et on lui avait demandé de tourner en noir et blanc. Il a préféré essayer la couleur. Alors, puisqu'il a essayé la couleur, on vient de redécouvrir ce document il y a peu de temps dans les archives à Washington. Voici une minute. Vous allez voir les héros de 1945 en couleur, comme jamais vous avez vu. De Gaulle était l'incarnation de la dignité de la France. Les Allemands insistaient pour se rendre non pas aux Alliés, mais à un gouvernement français. Ce jour-là, le général de Gaulle dira « Nous vivons des minutes qui transcendent nos pauvres vies personnelles ». 4 jours plus tard, les Américains improvisèrent une tribune à l'aide d'un pont mobile retourné et le général Bradley convia le général de Gaulle à un défilé militaire sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde. À peine avait-elle défilé sur les Champs-Élysées, la 28e division américaine quittait Paris pour rejoindre le front où l'offensive alliée venait de commencer. Alors, nous allons revenir maintenant à cet article d'Henry Kissinger. L'ex-secrétaire d'État américain écrivait ce matin dans le Herald Tribune, je cite, que De Gaulle ne se serait pas converti aux concepts supranationaux de Jean Monnet. Son attitude, à cet égard, poursuit Kissinger, ne se différencierait guère de celle de Mme Thatcher. Alors, monsieur Lefranc, on dit toujours que les gaullistes ont une vision, que De Gaulle avait une vision, mais il aurait bloqué l'Europe aujourd'hui. Je crois que personne ne peut parler aujourd'hui au nom de De Gaulle. Personne, en France et à l'étranger. Les circonstances ont extraordinairement changé depuis ces dernières déclarations, donc personne ne peut vraiment nous dire aujourd'hui ce que penserait le général de Gaulle. Sur la base de ce qu'il a dit, on peut penser qu'il serait plutôt du côté des idées de Mme Thatcher que de celles de François Mitterrand, par exemple. Si vous voulez, De Gaulle pensait que les nations avaient une personnalité, que cette personnalité ne pouvait pas et ne devait pas disparaître. Donc c'est pourquoi sa conception de l'Europe, à l'époque, était une conception confédérale entre les nations. Et il s'était forcé constamment de faire progresser l'Europe, mais en respectant la personnalité des nations. Est-ce que les choses ont beaucoup changé avec la perspective qui est là maintenant de l'unification de l'Allemagne? Est-ce qu'il aurait pensé agir différemment? Je ne peux pas le dire. Tout ce que je peux vous répondre, c'est qu'effectivement, l'unification de l'Allemagne, qu'il avait prévue d'ailleurs, qu'il avait annoncé. Il avait annoncé aussi la disparition de l'idéologie communiste. Il l'a fait à une époque où ça a étonné tout le monde, il ne faut pas l'oublier. Eh bien, il n'en aurait pas été étonné. Alors, ce qu'il aurait fait aujourd'hui, personne ne peut le dire, je le répète. Merci, monsieur Lefranc. Tout à l'heure, vous serez en direct dans l'émission de Pierre-Henri Boutan, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces 28 heures de programme vont se poursuivre jusqu'à demain, y compris la diffusion totale du document exceptionnel en couleur dans l'émission de Jean-Marie Cavada, La marche du siècle. Les pronostics de M. Courtine maintenant, tiercé quinté, plus à Maison Lafitte, prix de la Boé, 18 partants pour demain. M. Courtine a choisi le 6, le 2, le 3, le 11, qui sont jokers, il me l'a précisé, 7, 16, 12 et 8. Prochaines informations demain sur FR3, 12h45, Anne de Coudeneuve. Ensuite, le 19-20, Élise Lucet et Paul Amar. Je vous retrouverai, j'espère, vers 22h15. Et je vous rappelle que notre programme 8 mai, 7 mai 40, 8 mai 45 continue maintenant. Merci, bonne nuit.
Bienvenue à tous et à toutes pour vos ultimes nouvelles du ciel. Il a beaucoup tonné aujourd'hui sur notre belle France et j'en ai la preuve. Voyez cette cassette qui nous est offerte par Météorage. Météorage que vous pouvez consulter sur Minitel en faisant 3617 code Météorage. Alors voyez, c'est un véritable bouquet, un feu d'artifice. 8000 impacts entre 11h et 17h et 12 000 ne serait-ce que pour la journée. Alors espérons que demain ça se passera mieux. Voyons la situation générale avec un anticyclone qui campe sur ses positions. Il n'est absolument pas chez nous. Des perturbations qui n'arrivent pas. Seule cette vague nuageuse porteuse d'air frais va traverser le territoire et repousser les orages vers le sud-est. Alors voyons les prévisions matinales ensemble tout de suite. Du Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne et aux Charentes, ainsi que sur la Corse, belle matinée ensoleillée, malgré quelques brumettes isolées. Partout ailleurs, du nord-est aux Pyrénées jusqu'au pourtour méditerranéen, persistance d'ondées orageuses, mais belle percée du soleil. Les températures matinales seront agréables, mais en légère régression, entre 8 et 11 degrés au nord de la Loire, avec un 14 record des matinales pour le nord de la Loire, pour la capitale, Paris, et puis au sud de ce même fleuve, eh bien, entre 9 et 14 degrés. Découvrons ensemble l'évolution du temps en cours de journée tout de suite. Sur la moitié nord-ouest du pays, du nord aux Ardennes jusqu'au littoral atlantique ainsi que sur la Corse, soleil. Sur la moitié sud-est de la Lorraine et de l'Alsace aux Pyrénées jusqu'à la Méditerranée, nuages et éclaircies, quelques orages isolés, peu porteurs de précipitations et c'est bien dommage. Les températures de l'après-midi seront en régression, surtout sur le nord-ouest avec l'arrivée de l'air froid. Et puis ailleurs, en légère régression, voyez avec moi tout de suite, 16 à Brest, Le Havre, 21 Lille, Aurillac, Nice, 23 Reims, Limoges, Nîmes, Bastia, 24 Paris, Nantes, Marseille, 26 Bordeaux-Toulouse et 27, je vous l'affiche, record du jour à venir pour Grenoble. Passons les frontières, quel temps fera-t-il là-bas? Là-bas où? Voyez avec moi. Allez hop, l'ordinateur, Copenhague 23 degrés, Vienne 22 degrés, Madrid 25 degrés, Athènes 20 degrés, temps orageux, Moscou 23 degrés, nuages, beaucoup de nuages, Londres, Rome et Alger 22 degrés et là-bas du soleil. Demain, nous serons déjà le 8 mai 1990, n'oubliez pas de fêter les désirés. Belle fin de soirée avec nous, elle sera très longue cette soirée sur FR3. C'est là, et c'est... Les cours de l'or ont progressé à Londres, l'once a gagné près de 3,5 $ à 394 $. À voter. À voter. France Info, 24 h sur 24, la seule radio d'information continue. Qui est De Gaulle? Que représente le gaullisme aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas nés quand le général disparaissait? Après la diffusion d'un document exceptionnel sur le débarquement et la libération de la France, 12 lycéens et étudiants réunis autour de Jean-Marie Cavada diront à Jacques Chaban-Delmas, Nicolas Sarkozy, Jean Daniel et René Raymond quelle idée ils se font, eux, aujourd'hui, de Gaulle et du gaullisme. La marche du siècle, Jean-Marie Cavada, mardi 8 mai, 20h35, sur la 3. mai 1940, la drôle de guerre